Accord en matière de main-d'œuvre après Québec, le Nouveau-Brunswick. Publicité électorale, pas de limite pour les groupes de pression. Expulsion de Clara Palacios, un autre sursis. Le téléjournal avec Michel Viroli. Bonsoir. Il y a donc maintenant deux provinces qui s'entendent avec Ottawa sur la question du guichet unique en matière de main-d'œuvre. Après Québec, qui doit d'ailleurs rendre public demain l'entente Bourassa-Campbell intervenue au début du mois, c'est avec Frank McKenna du Nouveau-Brunswick que la première ministre a conclu aujourd'hui un accord qui devrait en principe simplifier l'accès aux services de formation professionnelle. Kim Campbell poursuivait sa tournée de 3 jours dans les Maritimes. Daniel Lerue. Il y avait foule ce matin au marché public de Saint-Jean. Et c'était avant tout pour voir Kim Campbell. Partout sur son passage, la nouvelle première ministre suscite la curiosité. On ne se bouscule pas, ça n'a rien de comparable avec une quelconque Trudeau-manie, mais les gens veulent voir qui est cette femme qui s'est aussi subitement hissée à la tête du pays. Et chez tous ceux qu'on interroge, la réaction est positive. She looks wonderful and that she seems to be quite sincere. Elle est formidable et elle a l'air sincère, dit celle-ci. Et c'est une bonne chose qu'on ait une femme à la tête du pays, dit une autre. Personne n'en doute, Kim Campbell avait l'air de gagner des votes ici. La première ministre a également eu du succès auprès de Frank McKenna. Tout comme elle l'avait fait avec Robert Bourassa, Campbell a conclu avec le premier ministre du Nouveau-Brunswick un accord de principe sur le guichet unique pour les services de main-d'œuvre. Nous avons adopté le processus, le guichet unique comme le Québec pour mieux servir nos citoyens et citoyennes. L'idée de cette entente, explique Campbell, c'est qu'Ottawa et la province seront colocataires du même immeuble. Les travailleurs n'auront pas besoin de courir à 2 endroits. Le Nouveau-Brunswick devient donc la 2e province à s'entendre avec Ottawa. Kim Campbell pense que les 8 autres suivront bientôt, peut-être même avant les élections. Sur la date du scrutin, Kim Campbell n'a donné aucune indication, mais elle admet qu'elle n'est pas certaine de pouvoir assister au sommet de la francophonie qui doit avoir lieu à la mi-octobre. Ça dépendra des élections, dit-elle. À partir de maintenant, les dates probables pour la tenue du scrutin sont le 12, le 18 et le 25 octobre. Daniel Lerue, à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Les groupes de pression pourront dépenser sans limite pour leur publicité lors de la prochaine campagne électorale fédérale. Une décision qu'a prise le directeur général des élections du Canada parce que des dispositions de la loi électorale ont été invalidées par la Cour de l'Alberta. Les explications de Gérard Jolivet. Continuons dans le bon sens. Lors de la campagne de 88, les dépenses des tiers avaient atteint des niveaux inégalés à la défense d'intérêts les plus divers, mais surtout en faveur ou contre le libre-échange nord-américain. En octobre dernier, les campagnes publicitaires pour ou contre les accords constitutionnels de Charlottetown ont aussi été sans limite. Mais cette fois, les partisans du oui dépensaient 13 fois plus que le camp du non. La Cour albertaine a annulé de nouveaux amendements qui fixaient à 1 000 $ les frais de publicité des individus ou groupes d'intérêt. Le directeur général des élections dit que sa décision découle du principe que la loi électorale du Canada doit être appliquée de façon uniforme partout au Canada. Jusqu'à, évidemment, jugement différent de la Cour. Il révisera sa décision quand la Cour d'appel aura statué. Mais le leader adjoint de l'opposition ne croit pas que ce soit un grand jour pour la démocratie quand des groupes d'intérêt particuliers ont des avantages sur les candidats. Que ce soit pour le libre-échange, contre je ne sais pas trop quoi, pour le port de l'arme à feu, peuvent faire des annonces publicitaires, peuvent favoriser certains candidats, le temps que les candidats eux-mêmes sont assujettis à des limites et ne peuvent pas faire la même chose. Le Bloc québécois y voilà un autre geste d'hypocrisie qui contribue à la piètre opinion que le public a envers les hommes politiques. M. Blais, en faisant son appel, aurait pu penser aux conséquences et demander de suspendre ce jugement et non pas de contester uniquement en un débat théorique et légaliste en bout de ligne. Le ministère de la Justice explique qu'il ne pouvait demander la suspension du premier jugement, car ça aurait été comme dire à la Cour d'appel de présumer de son propre jugement sur le fond. En d'autres mots, donnez-nous gain de cause maintenant et décidez plus tard si nous avions raison.
Gérard Jolivet à Ottawa. Encore des problèmes pour les 500 Inuits de Davis Inlet au Labrador. Terre-Neuve se retire des négociations sur le déménagement du village parce que le plan proposé par le gouvernement fédéral ne lui convient pas et constitue, selon elle, un usage irresponsable des fonds publics. Ottawa avait promis de déplacer la population du village après la tentative de suicide de 6 jeunes en février. Pas plus tard qu'hier, la Commission canadienne des droits de la personne a reproché à Ottawa d'avoir négligé pendant 44 ans ces Inuits du Labrador. Ce soir au point, la Cour à huis clos. Un juge relance le débat sur la transparence des tribunaux. Et comment vit-on une prise d'otage? L'histoire d'une Française courageuse, Catherine Ferracci. Autre revirement cet après-midi dans l'affaire Clara Palacios, cette jeune femme salvadorienne séropositive qui devait être renvoyée chez elle avec son fils samedi matin. L'ordre d'expulsion a été reporté indéfiniment. Le cas sera étudié à nouveau par Immigration Canada parce que Mme Palacios aujourd'hui a fait une ultime tentative. Maxime Bertrand raconte. À 48 heures de son départ forcé pour le Salvador, Clara Palacios s'est rencontrée avec son fils Jimmy, y est allée d'une dernière tentative, celle du désespoir. Lasse de démarches infructueuses auprès des agents de l'immigration qui ont une fois de plus ordonné son expulsion, la jeune mère séropositive est allée implorer la plus haute autorité canadienne, la première ministre. Je ne sais plus quoi dire, a déclaré la jeune femme. Je supplie la ministre de me permettre de rester ici. La démarche était symbolique puisque Mme Campbell, actuellement en tournée dans les Maritimes, ne se trouvait pas dans son bureau. C'est son attaché de presse qui a reçu le dossier Palacios. On espérait tout de même faire fléchir un peu Ottawa et rappeler au gouvernement qu'au Salvador, les soins pour les Sidéens sont presque inexistants. On arrive à la conclusion qu'il y a un dispensaire au Salvador, qui a 8 lits et qui est capable de donner de l'aspirine, quelques médicaments de base. Pas capable de faire des dépistages, n'a pas toute l'infrastructure pour faire un bon diagnostic ou un suivi sérieux d'une maladie. La tentative a porté fruit puisqu'en fin d'après-midi, on apprenait qu'au bureau du ministre de la Sécurité publique, Doug Lewis, on avait décidé de surseoir à l'ordre d'expulsion pour permettre un examen approfondi des documents soumis par Mme Palacios. De retour à Montréal, Clara Palacios ne cachait pas sa joie. Elle a cherché à obtenir l'appui du vice-premier ministre. Mais on va regarder ça de près, on va voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour se rendre utile. Après plusieurs mois marqués tour à tour par l'espoir et la déception, Clara Palacios espère qu'on lui accordera enfin ce qu'elle demande depuis le début, le droit de demeurer au Canada. Maxime Bertrand à Montréal. Et maintenant, une nouvelle histoire d'adoption déchirante. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique vient de donner raison aux parents adoptifs de David, un enfant d'1 an et demi, que sa mère naturelle voulait reprendre après 16 mois de séparation. Les 3 juges ont unanimement renversé une décision d'un tribunal inférieur. Il n'y a pas eu, disent-ils, de lien maternel réel entre la mère naturelle et son fils. Le reportage de Ghislaine Bouffard. James et Faye Tiro sont très contents. Grâce à la cour d'appel, ils deviennent pour la 2e fois les heureux parents d'un petit garçon. Dans un autre bureau d'avocat, la jeune mère de 20 ans est blessée, déçue et surprise de la décision. Dans tout ça, David joue sans comprendre le débat qui l'entoure. Cet enfant est né en Alberta. Depuis l'âge de 2 mois, il fait partie de la famille Tiro. Mais presque tout de suite, sa mère naturelle tente de le récupérer en appelant les services sociaux et le couple Tiro. Comme elle n'a pas fait sa demande par écrit dans le délai permis, David reste dans sa famille adoptive. Pendant 16 mois, David grandit chez les Tiro avec sa demi-sœur, la seule famille qu'ils connaissent. Mais en juin, il est brièvement séparé des Tiro. Un juge décide de le rendre à sa mère naturelle, qui est à moitié autochtone et qui veut transmettre cet héritage à David. En rendant David à ses parents adoptifs, la Cour d'appel décide que les liens affectifs ont priorité sur les liens du sang. C'est un choix difficile selon les juges, mais c'est dans l'intérêt de l'enfant, ce qui est finalement ce qui compte le plus dans cette cause. Après avoir remercié Dieu, ses parents religieux invitent la mère naturelle à partager la vie de leur enfant.
Tina tient à maintenir le contact avec David, mais elle n'a pas encore décidé comment. Si elle poursuit les démarches judiciaires, son seul recours reste la Cour suprême du Canada. Justine Bouffard, à Victoria. Et une autopsie sera pratiquée sur le corps d'un enfant de 7 mois qui est mort cet après-midi à l'hôpital général de Montréal. Le bébé qui souffrait d'un traumatisme crânien était maintenu artificiellement en vie depuis 2 jours. Les médecins ont dit douter de la version des parents selon laquelle l'enfant serait tombé d'une table. Une enquête effectuée par Statistique Canada, la plus vaste jamais réalisée sur la violence faite aux femmes, montre qu'au moins une femme sur 10 a été victime de violences. Des données obtenues par le Toronto Star indiquent que l'enquête a rejoint plus de 12 000 femmes au pays. On leur a demandé notamment si elles avaient été victimes d'agressions sexuelles, si leur mère avait été agressée par leur père et si elles avaient peur de circuler seules le soir. L'enquête sera publiée en novembre. À Los Angeles, on vient de commencer le procès de 2 individus qui auraient attaqué et laissé pour mort un camionneur pendant les émeutes sanglantes d'avril 92, émeutes qui avaient suivi l'acquittement des policiers impliqués dans l'affaire Rodney King. Une équipe de télévision en hélicoptère avait enregistré la scène et c'est à partir de ces images que les 2 hommes ont été arrêtés. Les prévenus prétendent que ce n'est pas eux. C'est sous très bonne garde que la Sûreté du Québec a entrepris le déchargement des 15 tonnes de hashish qu'elle a découvertes la semaine dernière dans la double paroi d'un cargo amarré au port de Sorel. Pour les fins du procès, il a fallu répertorier chacune des 30 000 enveloppes qui contenaient un demi-kilo de drogue. Plusieurs groupes de défense des droits des Anglo-Québécois se sont rendus à Ottawa demander à la première ministre Campbell d'utiliser exceptionnellement son pouvoir de désaveu pour annuler le projet de loi 86 sur l'affichage commercial au Québec. On compte également réclamer des Nations unies une condamnation du projet 86 semblable à celle d'avril contre la loi 178. Les 10 000 étudiants supplémentaires qui feront leur entrée dans les cégeps au cours des prochaines semaines ont entraîné l'embauche d'environ 500 professeurs. Pour les collèges, cet afflux de jeunes permet de renouveler un corps professoral vieillissant. Les explications de Louise Lafontaine. Après une dizaine d'années d'un blocage presque complet de l'emploi chez les professeurs de cégep, les collèges ont recommencé l'an dernier et cette année à embaucher de nouveaux professeurs. Les cégeps subissent des compressions pour leur fonctionnement général, mais en même temps, ils reçoivent de Québec du financement additionnel prévu au dernier budget pour faire face aux nouvelles clientèles. Au cégep André-Laurendeau, où il y a 600 nouveaux étudiants, on a embauché 35 professeurs de plus. On exige pendant une bonne formation et de très bonnes qualifications, mais l'expérience d'enseignement n'est pas toujours essentielle. On est très ouvert à accueillir des jeunes et de leur laisser leur chance. Certains ont déjà enseigné à temps partiel durant quelques années, mais d'autres, comme Annie, jeune ingénieure consultante dans une firme privée durant 4 ans, n'avaient aucune expérience d'enseignement. Je ne sais pas par rapport aux autres candidats ce qui fait que j'ai été choisie. Sûrement que je représentais à leurs yeux ce que représente la relève. Dans certaines spécialités techniques, il a été plus difficile de trouver des candidats. Mais pour les matières de base et les sciences humaines, il y a eu une centaine de candidats par poste. On reçoit les curriculum vitae et à partir de ça, bien souvent, on a suffisamment de bons candidats pour faire des entrevues de sélection. Ce renouvellement crée une nouvelle dynamique chez les professeurs. Les professeurs, en moyenne, gagnaient de l'âge. Et lorsque les étudiants ont vu dans les dernières années que là, ça changeait avec des nouveaux rentrées, ça créait une nouvelle dynamique, etc., ils ont accueilli ça de façon très favorable. Même si l'embauche a repris dans les cégeps, il demeure toujours assez difficile pour les aspirants professeurs de se trouver un emploi, en particulier en sciences humaines, où les postes sont encore rares et les candidats qualifiés très nombreux. Ici Louise Lafontaine à Montréal. Les exportations canadiennes sont demeurées stables en juin pour le 3e mois de suite, ce qui n'est pas de très bon augure pour nos entreprises. Mais comme les importations sont elles aussi inchangées, le surplus commercial de 900 millions de dollars n'a pas varié. Quant au dollar, il a connu une bonne journée, récupérant le demi-cent qu'il avait perdu hier. Les combattants du mouvement fondamentaliste Hezbollah ont tué 8 soldats israéliens dans